Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 25 août 2026 et notre cher ami, notre frère Patrick Henningsen est avec nous. Bon retour parmi nous, Patrick. C'est un plaisir d'être avec vous, Nima. Patrick, permettez-moi de commencer par l'actualité la plus récente. Hier, tout le monde parlait de ce qui s'était passé. Quel était l'objectif principal de la visite d'Asim Munir en Iran? Vous savez, le chef de l'armée pakistanaise qui se rend en Iran. De quoi s'agissait-il exactement? Et aujourd'hui, nous avons appris par les médias iraniens, Tasnim notamment, qu'Asim Munir du Pakistan, qui s'est rendu en Iran hier, n'était porteur ni d'une menace, ni d'un message similaire de la part des États-Unis. Il cherchait plutôt à ouvrir la voie à des négociations, à négocier, à voir quelles étaient les conditions posées par les Iraniens et quelle était leur position à ce stade. Il s'agissait de comprendre les Iraniens, de connaître leur position actuelle et la manière dont ils perçoivent le conflit. Cela intervient après l'annonce par Scott Bessent de l'opération Economic Outcast, qui vise essentiellement à isoler l'Iran et l'économie iranienne, à les faire s'effondrer et à mettre la pression sur le gouvernement iranien. Comment voyez-vous la situation, Patrick? On est passé de la guerre, des représailles de part et d'autre, puis des attaques dans le détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, Donald Trump semble s'orienter ou changer d'attitude vers une guerre économique contre l'Iran. Et l'autre point, c'est que la question d'Israël est toujours en arrière-plan de tout ce qui se passe, tout comme les élections de mi-mandat aux États-Unis. Certains soutiennent donc que Donald Trump envisage peut-être une pause dans la guerre, puis après les élections de mi-mandat, de reprendre la guerre. C'est toujours un élément présent en arrière-plan. Quelle est votre lecture de cela? D'accord. Oui, merci Nima. Eh bien, tout d'abord, les États-Unis et Israël avaient désespérément besoin d'une pause. Et lorsque le protocole d'accord a expiré, lorsque les 60 jours sont arrivés à leur terme, cela a placé les États-Unis dans une position, disons, inconfortable. Du point de vue de l'image, qu'ils l'aient fait exploser auparavant ou non, ils ont signé cet accord et ils l'ont accepté. C'était le cadre initial. Même si les États-Unis l'ont violé au bout de 24 heures, puis ont provoqué ce désastre du blocus, menacé l'Iran et ainsi de suite. Malgré tout, c'étaient les conditions initiales. C'est donc un tournant majeur pour les États-Unis, parce que désormais, l'Iran peut percevoir des droits de passage, et les États-Unis n'ont absolument pas réussi à améliorer leur rapport de force durant cette période. Il aurait dû pouvoir améliorer son rapport de force en coopérant, peut-être d'une manière ou d'une autre, avec l'Iran sur ce sujet. Et d'une façon ou d'une autre, ils auraient pu obtenir une forme de concession en échange de cette coopération. Mais ils ont choisi de ne pas le faire. Ils ont choisi l'escalade, en durcissant leur rhétorique agressive et tout le reste. Et puis les États-Unis ont aussi poussé l'Arabie saoudite à accroître son agressivité contre le Yémen et l'Irak voisin. On est donc passé d'une situation où il y a 2 mois, les choses se calmaient, ou semblaient au moins pouvoir se stabiliser, à une région et une situation extrêmement instable. Plus instable qu'avant, en tout cas sur le papier. Mais cela arrive à un moment où les États-Unis ne peuvent pas mettre leurs menaces militaires à exécution, parce qu'ils n'ont pas les munitions pour le faire. Et c'est assez clair. Je pense que tout le monde le comprend bien. Donc, mais le fait est que vous avez raison au sujet des élections de mi-mandat, Nima. Plus on se rapproche de ces élections qui auront lieu dans 2 mois, la semaine prochaine, plus c'est un mauvais moment pour une escalade. C'est un mauvais moment. De toute façon, août n'était pas pratique, parce que tous les enfants de Washington, tous les enfants du Congrès et du Sénat sont partis en vacances. Nos élus ont eu leurs petites vacances scolaires. Ils ont toujours leurs petites vacances scolaires en août.
C'est donc pas le bon moment pour une escalade. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent envoyer Scott Bessent, le gestionnaire de fonds spéculatifs mondialistes raté de George Soros. D'ailleurs, sa carrière a été un désastre en tant que gestionnaire de fonds. Je ne sais pas si beaucoup de gens le savent, mais on l'a présenté comme une sorte de génie parce qu'il a travaillé pour Soros. Cela fait un moment qu'il profite de son association avec la marque George Soros. Mais la réalité, c'est que si vous regardez la carrière de Scott Bessent, c'est un désastre total dans le secteur privé. Je le dis simplement. Les chercheurs peuvent aller vérifier ces informations par eux-mêmes. Donc, il peut facilement intervenir à très faible coût, avancer. Donald Trump publie un tweet sur le jour J économique. Scott Bessent peut aller dans les médias et mener une politique de guerre par l'intermédiaire du Trésor américain, ce qu'il fait. Mais à ce stade, ce n'est qu'une menace. Il menace d'imposer toutes ces sanctions secondaires globales. Mais peuvent-ils vraiment les mettre à exécution? Qu'arrivera-t-il à l'économie américaine s'ils les mettent à exécution? Toutes ces questions restent ouvertes. Je ne pense pas que ce sera bon du tout pour l'économie américaine. Ça se retournera contre les États-Unis en un désastre absolu. Et pendant ce temps, Bessent fait ça alors qu'il tente en gros ce rachat obligataire audacieux. Besoin d'accrocher votre TV au mur? Sur Yojo, retrouvez les meilleurs prestataires de votre ville grâce aux avis des membres. En gros, ce qu'il fait, c'est déshabiller Pierre pour habiller Paul. Il demande à la Réserve fédérale d'imprimer des dollars pour les verser dans le fonds général de la trésorerie, le compte courant du Trésor américain. Ensuite, il s'en sert pour acheter et refinancer de futures dettes obligataires à long terme, en gros. Donc, il imprime de l'argent à partir de rien pour acheter sa propre dette, afin de tenter de stabiliser le marché obligataire. Et devinez ce qui se passe. Ça ne marche pas. Cela aura probablement un effet inflationniste terrible qui va faire chuter encore davantage les contrats à terme sur obligation. Donc, l'administration Trump fait tout ce qu'elle peut pour faire exploser l'économie. Et pendant ce temps, Scott Bessent passe dans les émissions d'information et les conférences de presse en disant « Je ne veux pas faire exploser l'économie ». Quand ces gens disent quelque chose comme ça, attendez-vous à ce qu'ils fassent l'inverse. C'est exactement ce qu'il va faire. Il va faire exploser l'économie. La question c'est, est-ce parce qu'il est totalement incompétent et qu'on a affaire à toute une bande de savants dans l'administration Trump qui viennent de redoubler d'efforts sur chacun des mauvais paris imaginables et qui sont sur le point de passer du mauvais au pire, puis à l'effondrement critique. Ou bien le plan, c'est de faire exploser l'économie, et la classe des oligarques dans l'entourage proche de Trump va faire une fortune indécente en pariant à la baisse sur ce marché et en raflant tout pour une bouchée de pain. Le but serait de renforcer leur position de future classe oligarchique pour les 100 prochaines années, aux dépens de tous les autres, soit dit en passant, de tous les autres. Donc, cela creuserait encore les inégalités de richesse, dans des proportions énormes. Alors à vous de choisir. Selon vous, c'est quoi? Des idiots